Il est 11 h, on commence. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être ici. Je m'appelle Sarah Schoenfeld, je suis responsable des relations internationales d'un réseau français qui s'appelle le Comité 21. Donc je vais vous expliquer un petit peu quelle est ma structure, et puis ensuite je vous présenterai les speakers, les intervenants, comme on dit en bon français, qui vont vous présenter la façon dont ils s'approprient les objectifs de développement durable, la façon dont ils contribuent chacun à travers leur cœur de métier respectif à l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors, le Comité 21 a été invité par le Forum de l'économie responsable à modérer cette session. Le Comité 21 est un réseau multi-acteurs. C'est le premier réseau multi-acteurs français dédié au développement durable. Alors, c'est quoi un réseau multi-acteurs? On est une plateforme. On fédère 400 membres aujourd'hui, répartis dans 4 collèges d'adhérents. On a aussi bien des entreprises, des grandes entreprises du CAC 40, comme des entreprises de taille intermédiaire ou des petites entreprises, voire même des start-up. Donc ça, c'est notre premier collège d'adhérents. Notre deuxième collège d'adhérents sont les collectivités territoriales. On fédère à la fois des régions, des départements, des agglomérations, des villes et des petits villages ruraux également. Notre troisième collège d'adhérents sont les associations et les ONG, des associations qui travaillent aussi bien en France que des ONG qui travaillent à l'international. Et notre quatrième et dernier collège d'adhérents sont le monde académique, les établissements d'enseignement supérieur et les centres de recherche. Et on est le premier réseau dans l'histoire. On a été créé en 1995, donc ça fait 23 ans que l'on met autour d'une même table tous ces acteurs qui n'ont pas l'habitude forcément de travailler ensemble, et on les met autour de la table du développement durable. En fait, au Comité 21, j'aime bien utiliser cette métaphore. Pour qu'un mariage entre un homme ou une femme, entre deux hommes ou deux femmes, fonctionne, il faut que les deux partenaires regardent dans la même direction. Et bien pour le développement durable, c'est un peu la même chose. Il faut que toutes les composantes d'une société, les entreprises, les associations, les collectivités et les scientifiques, regardent dans la même direction du développement durable pour que celui-ci devienne une réalité pour transformer nos modèles économiques et sociaux. Donc on est le premier dans l'histoire, et on est aussi le premier en termes de nombre de membres. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on fédère à peu près de 400 organismes. Et depuis 2016, en fait, depuis l'adoption des objectifs de développement durable, l'intégralité de notre programme d'activité en direction de nos membres, les objectifs sont doubles. D'abord, on les sensibilise, on leur explique ce que sont les objectifs de développement durable, d'où ils viennent, pourquoi ils sont importants. Et deuxième objectif, on les outille. On les outille pour qu'ils puissent intégrer les objectifs de développement durable dans leur stratégie préexistante de développement durable. Donc pour une collectivité territoriale, on parle d'Agenda 21, on parle de plan climat, on parle de schémas régionaux pour l'égalité des territoires et le développement durable. Pour les entreprises, on parle de politique RSE, on parle de politique d'engagement sociétal. Pour les établissements d'enseignement supérieur, on parle de plan vert. Donc toutes ces stratégies qui préexistaient à l'adoption des ODD, on aide ces acteurs pour qu'ils intègrent et qu'ils revoient leur stratégie de développement durable avec cet formidable outil que sont les objectifs de développement durable. Donc, il y en a au nombre de 17, il y a 17 objectifs, il y en a 16 qui sont sectoriels, qui sont thématiques, un sur la nutrition et l'agriculture, un sur la pauvreté, un sur l'eau et l'assainissement, un sur l'électricité, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a 16 qui sont sectoriels, et il y en a un 17e ODD qui est lui un peu plus transversal, un peu plus méthodologique, qui se concentre sur la façon dont on va atteindre les 16 autres. Voilà. Alors, aujourd'hui, cette conférence va se concentrer sur la façon dont les entreprises s'approprient ou non cet outil que sont les objectifs de développement durable. Alors attention, nous au Comité 21, on
martèle un message qui est très important, qui est de dire les ODD, ce n'est pas quelque chose à faire en plus de votre politique RSE, ce n'est pas quelque chose à faire en plus de tout ce que vous faisiez en matière d'engagement sociétal. C'est un outil qui vous permet de passer tous vos projets, toute votre stratégie à travers les ODD pour savoir, comme un tamis en fait, comme un tamis. Vous passez vos projets, vos stratégies au tamis des ODD, vous voyez ce qui reste. Ce qui reste dans le tamis, c'est ce que vous faites déjà de bien. Et tout ce qui est passé à travers le tamis, tout ce qui arrive par terre, en fait, c'est tout ce à quoi vous n'avez peut-être pas pensé quand vous avez élaboré votre stratégie RSE. Peut-être que, je prends un exemple un peu au hasard, on va dire Veolia, son cœur de métier, l'eau et l'assainissement. Donc là, il a bien identifié l'ODD numéro 6 sur l'eau et l'assainissement, mais peut-être qu'il peut aussi, cette entreprise peut avoir des impacts sur l'égalité homme-femme, sur la réduction des inégalités, sur l'ODD, sur les emplois décents. Et donc, voilà, les ODD, il faut un peu dédramatiser, démystifier, c'est pas quelque chose à faire en plus, c'est vraiment un outil qui vous aide à avoir une vision 360 degrés de ce que c'est le développement durable, de ce que doit être votre politique de développement durable et à laquelle vous avez peut-être pensé à quelques impacts, mais pas à tous. Et donc ça vous aide à... Alors, il y a un petit problème de traduction pour Santiago. Voilà, il va régler ça. Ah d'accord. Donc, voilà, donc les ODD, c'est vraiment un outil qui vous aide à aller beaucoup plus loin dans votre stratégie développement durable. Il y a deux écueils dans lesquels il ne faut pas tomber quand on s'approprie les ODD, quand on est une entreprise, selon moi. Le premier écueil, c'est de faire de l'ODD picking en anglais, c'est-à-dire choisir un ODD au détriment de tous les autres. Il faut bien avoir en tête que donc ce nouvel agenda 2030, hein, on l'appelle comme ça, les 17 ODD sont appelés l'agenda 2030. L'agenda 2030, il a été négocié avec plein de pays du monde, avec plein de représentants de la société civile mondiale. C'est la première fois qu'une feuille de route universelle comme ça est adoptée par l'intégralité des pays du monde. Cette feuille de route, elle identifie 17 ODD qui sont tous interdépendants les uns des autres. Et toutes les organisations du monde, tous les pays du monde, toutes les entreprises du monde, toutes les collectivités, toutes les associations et même les citoyens en fait, toutes les personnes morales et physiques peuvent se poser la question de comment ils contribuent à l'atteinte des ODD, à l'atteinte de certaines cibles de certains ODD. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a 17 objectifs de développement durable, mais chacun de ces 17 sont déclinés en cibles. Donc il y a 169 cibles à atteindre. Donc tous ces ODD sont interdépendants les uns des autres. Quand on a une action pour favoriser l'accès à l'eau et l'assainissement, évidemment qu'on a une action aussi sur la réduction de la pauvreté. Quand on a une action sur l'emploi décent et qu'on emploie des femmes, on a forcément un impact sur l'égalité homme-femme. Voilà. Donc, il ne faut pas choisir certains ODD, il faut vraiment se dire que cette matrice, toutes ces ODD sont interreliées les uns aux autres, et donc il ne s'agit pas de choisir tel ou tel objectif auquel on va contribuer. Il faut se poser la question de notre contribution à l'ensemble des ODD, même si certains ODD, dans vos cœurs de métier, n'est pas votre cœur de métier en fait justement. Même si certains ODD, vous pensez qu'a priori votre métier n'impacte pas cet ODD-là, eh bien, il faut se poser la question de comment on peut avoir même une minime contribution à cet objectif de développement durable-là. Le deuxième écueil dans lequel il ne faut pas tomber quand on parle de contribution aux objectifs de développement durable, c'est ce que j'appellerais l'ODD washing. L'ODD washing, pour moi, ça consisterait à se dire que avant les ODD, j'avais un projet, par exemple, je suis une ONG, j'ai un projet de maintien de la biodiversité dans une zone particulière, je sais pas, on va dire en Asie et au Vietnam. Alors, vu que j'ai un projet sur la biodiversité, je peux coller hashtag ODD 15 sur la biodiversité terrestre. Eh non, il ne faut pas colorer ces projets ou ces stratégies avec les thématiques des ODD. Il faut véritablement se dire, eh bien, mon projet biodiversité, je le passe au tamis
de l'ODD numéro 15 avec l'ensemble de ses cibles et je vois à quelle cible mon projet répond, à quelle cible mon projet ne répond pas de cette ODD et peut-être que je peux redéfinir mon projet biodiversité, redéfinir son ambition pour qu'il puisse contribuer à certaines cibles auxquelles je n'avais peut-être pas pensé quand j'ai imaginé mon projet au tout début. Voilà. Donc, c'est véritablement utiliser cet outil. Alors, au comité 21, comme je vous ai dit, l'intégralité de nos activités sont tournées vers la sensibilisation et l'outillage de nos membres pour qu'ils puissent s'approprier les ODD et pour qu'ils puissent aller plus loin dans leur stratégie de développement durable. On a coordonné un rapport que je vous invite à télécharger. Il est disponible en anglais et en français sur le site du comité 21. C'est un rapport qui fait la photographie à un instant T, donc en 2018, du niveau d'appropriation des ODD dans la société française. Alors, ce rapport, il se concentre acteur par acteur pour savoir est-ce que les entreprises, est-ce que les collectivités, est-ce que les associations, est-ce que les syndicats connaissent les ODD déjà. Premier niveau d'appropriation, c'est est-ce que je connais les ODD et est-ce que je les utilise pour aller plus loin dans mes stratégies de développement durable. Alors, je ne vais pas vous faire la synthèse de tous les types d'acteurs. On est là vraiment dans cette conférence pour se concentrer sur les entreprises. Mais alors, pour les entreprises françaises, ici, je vais vous présenter les panélistes tout de suite. Ici, on n'a pas de panélistes français, donc c'est pour ça que je dis 2 mots sur les entreprises françaises. Les entreprises françaises, il y a un écart entre les très grandes entreprises et les plus petites entreprises dans la façon dont ils s'approprient les ODD. On avait fait ce même rapport en 2017 et la réponse du rapport, donc ça en fait c'est le deuxième rapport. Le rapport 2017 disait qu'en gros l'appropriation n'était pas vraiment en cours. Là en 2018 on sent un tournant, on sent un tournant, on a des grandes entreprises françaises, celles qui sont cotées au CAC 40, qui commencent à réfléchir à la façon dont ils s'approprient, à la façon dont ils peuvent contribuer aux ODD. Par contre, c'est vrai que les PME, c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué parce que tout simplement, elles n'ont pas d'équipe dédiée au développement durable. Les PME, je citais Veolia tout à l'heure, mais Suez, Schneider Electric, enfin, toutes les grandes entreprises, elles ont une équipe d'une dizaine de personnes qui s'occupent de développement durable. Les PME, elles ont personne. Personne qui s'occupe. Ça doit être fait en plus du business. Et donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué pour elles de réfléchir à la façon dont elles peuvent contribuer aux objectifs de développement durable. Et je vous invite donc non seulement à consulter ce rapport, je vous invite aussi à regarder une étude qui est sortie en septembre dernier pour l'anniversaire des ODD, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'anniversaire des ODD, mais c'est le 25 septembre, ça a été adopté le 25 septembre 2015, et donc tous les ans, à cette date-là, on fête l'anniversaire des ODD. Et donc pour les 3 ans des ODD, le 25 septembre 2018, un cabinet de conseil qui s'appelle BL Evolution a sorti sa deuxième étude. Il avait fait une première étude en 2017, une deuxième étude sur le niveau d'appropriation des entreprises, le niveau d'appropriation des ODD par les entreprises françaises. Et pareil, eux, ils font le constat comme nous que ça progresse, mais qu'on a encore une marge de progression faramineuse. Voilà. Alors aujourd'hui, pour expliquer un peu la façon dont illustrer la façon dont des entreprises très diverses, vous allez voir, on a une entreprise qui s'occupe de chocolat, on a une entreprise qui s'occupe plutôt de compteurs électriques et on a une entreprise plutôt de production et de distribution d'œufs. On va voir comment dans ces 3 entreprises-là se sont saisies de la question des ODD. Alors, je vais commencer tout d'abord par Monsieur José Benitez, qui est tout à ma gauche. Vous êtes le directeur général de l'entreprise qui s'appelle NutriHuevos. Vous êtes basé au Paraguay. Vous êtes producteur et distributeur d'œufs. Votre entreprise a été créée dans les années 70, il me semble, et vous employez plus de 300 salariés. En 2015, juste
pour l'année de l'adoption des objectifs de développement durable, vous avez lancé une initiative qui s'appelle NutriHuevos Micro-Franchise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette initiative et surtout de la façon dont cette initiative vous a poussé à repenser votre politique RSE au regard des ODD? Tout d'abord, je voulais vous parler de la situation actuelle au Paraguay parce que 2 personnes sur 10 sont sous le seuil de pauvreté, ce qui représente 26,4% de la population, et plus de 300 000 personnes sont en pauvreté extrême, donc n'ont pas accès à un panier minimum de nourriture. Donc c'est la situation économique qui nous affecte à l'heure actuelle. C'est pour ça que Las Tacuaras a accompagné dans les années 70 et est aujourd'hui dans l'industrialisation des œufs et aujourd'hui travaille avec les objectifs de développement durable. La gestion durable nous permet de mettre en place des procédures et des initiatives et nous sommes l'une des rares industries au Paraguay qui a le développement durable dans son ADN. Cette gestion durable est possible grâce à l'engagement très fort du top management pour avoir ainsi des initiatives dans notre pays aujourd'hui. Nous faisons les choses grâce à la mise en place, par exemple, comme la théorie des valeurs partagées de Michael Porter, et l'ISO 26000 et bien sûr les SDG, ou les ODD en français. Et donc ces outils permettent à l'entreprise, notamment grâce à l'ODD numéro 1, de créer les micro-franchises NutriHuevos. Ces programmes visent à améliorer la qualité de vie des femmes grâce à l'entrepreneuriat pour établir les priorités de leur famille. Et cela consiste principalement sur les produits de Las Tacuaras, donc ici les œufs. Et on a commencé avec 153 femmes qui sont à la limite, qui sont sous niveau de pauvreté, pardon. Et grâce au microcrédit, nous avons pu avoir des prix différenciés qui leur permettent d'avoir accès aux produits et au marché. Ce qui est intéressant, c'est que ça a conforté l'entreprise pour étendre les capacités au niveau local. L'investissement en 3 ans a augmenté pratiquement de 50% et les résultats économiques ont été triplés. Nous avons également, sur ces 3 ans, dépassé nos attentes et nous avons également une production de 8 ans qui nous a permis de créer d'autres opportunités et atteindre d'autres personnes. Ces chiffres sont ceux qui nous permettent de raconter l'histoire comme Marcela Parra, qui est une mère célibataire qui prend soin de sa mère et de sa fille, qui a perdu son emploi à 49 ans. Donc, dans notre pays, c'est très difficile de trouver un travail à 49 ans si on n'a pas de diplôme. Donc, elle a pris notre initiative grâce au microcrédit et donc elle ne vend que 15 douzaines d'œufs par semaine et maintenant elle est à 1600 douzaines d'œufs par semaine. Et au-delà de ça, elle fait le même programme dans son quartier, dans sa communauté, auprès de gens qui sont dans la même situation qu'elle, dans laquelle elle était. Des histoires comme celle-ci nous inspirent à redéfinir
Et le but aujourd'hui, c'est que avec chaque œuf, on contribue à un monde meilleur. Donc, pour cette année, 77 femmes sont toujours actives dans le programme. 12 sont devenues des grossistes qui vendent plus de 500 douzaines par semaine. Et avec les 163, il n'y en a que 6 qui sont restés sous le seuil de pauvreté. Ce qui veut dire qu'on a 150 familles qui sont concernées. Donc, juste avec 3 ans de mise en place. Donc, en fait, nous allons continuer à travailler pour développer les compétences des femmes. Parce que pour nous, il est très important parce que dans notre entreprise, nous avons des niveaux de qualité, des standards de qualité qui sont très élevés, comme vous pouvez le voir ici. C'est également une formation à la qualité alimentaire. Tout notre fonctionnement est entièrement systématisé, qui nous permet de quantifier notre croissance. Donc, le département RSE vérifie et fait un rapport régulier pour pouvoir suivre ce programme. En tant qu'entreprise, nous sommes vraiment engagés et nous voulons redéfinir les plateformes pour que plus de personnes puissent générer leurs propres revenus. Donc, nous travaillons avec l'ODD numéro 1 et toutes les ODD, bien sûr, mais ce dont je voulais vous parler, c'est celui-ci parce que Marcela n'est que l'une des personnes que nous avons dans notre entreprise qui ont vraiment fait la réussite du programme. C'est ainsi que nous avons pu générer une valeur économique à l'organisation, mais également contribuer à réduire la pauvreté et augmenter les opportunités. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Je crois que c'est assez clair la façon dont vous vous êtes emparé de l'ODD numéro 1. Alors après, comme je le disais, il faut aller plus loin et puis voir sur quels ODD vous pouvez aussi avoir une contribution. Mais c'est très parlant l'exemple que vous avez montré. On passe maintenant des œufs au chocolat. C'est pas Pâques. Et on va passer des œufs au chocolat. Santiago Peralta, vous êtes le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Pacari Chocolat. Je crois que j'ai lu votre fiche, je ne connaissais pas Pacari Chocolat avant de préparer cette conférence, mais savez-vous que Pacari Chocolat est une entreprise qui a gagné énormément de prix sur le chocolat bio, des prix mondiaux. C'est le meilleur chocolat bio du monde. Voilà. Donc je suis très contente que ce forum m'ait amené à rencontrer Santiago. Et l'entreprise Pacari, elle a fait une analyse assez complète et assez fouillée de l'ensemble des ODD. Comment ils peuvent contribuer à l'ensemble des ODD. Donc j'ai lu une matrice qui est là. Enfin, si jamais il y en a certains dans l'audience qui sont intéressés, je pourrais vous donner ce tableau. Mais ce tableau montre bien que l'intégralité des ODD ont été analysés et l'entreprise a regardé sur chaque ODD à quelle contribution il pouvait avoir à chacun de ces ODD. Donc ce tableau d'analyse est vraiment très, très, très intéressant. Et du coup, ce que je vais vous demander, Santiago, c'est de savoir comment vous êtes... Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette analyse sur l'ensemble des ODD? Comment vous vous y êtes pris et pourquoi? Okay. Thanks for being here and to asking some... Tout d'abord, je suis ravi d'être ici et d'avoir cette question très intéressante. En fait, nous avons commencé avec une petite idée, c'est qu'avec ma conjointe à l'époque, c'était il y a 17 ans, et de voir comment est-ce qu'on pouvait faire quelque chose qui ne va pas, on ne va pas
comment dire, quelque chose qui ne nous fasse pas avoir des regrets 30 ans plus tard. Donc, on allait se marier et on voulait dire qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Et ça a été le résultat. On voulait avoir quelque chose qui soit durable dans de différentes domaines. On voulait avoir quelque chose de naturel, de durable. Tout ce qu'on fait est bio. Ce n'est pas durable si on ne paye pas bien les fermiers. Je me souviens être passé en Belgique et quelqu'un me disait une boîte de truffes pour 100 €. Et quand je suis revenu en Équateur, j'ai vu quelqu'un qui vendait le cacao pour $1. Donc, on parle de 130 fois moins pour le même kilo. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il faut... Voilà comment on est arrivé à Pacari 17 ans plus tard. Je ne sais pas si on peut voir. On avait une vidéo. Je suis désolé. Je voulais vous montrer une petite vidéo qui est plus parlante pour vous parler de ce qu'on fait tous les jours et ce qu'on fait tous les jours. Voilà notre logo qui a 5000 ans. Pacari veut dire le don de la nature. Ça, c'est l'Équateur. Donc, c'est la mère patrie du cacao. Et on a les îles Galapagos, on a de la jungle, des forêts. Donc, si on pouvait baisser le son, je peux parler sur la vidéo. La plupart Donc, nous avons de cacao qui vient de là, de pommes de terre. Tous les haricots noirs viennent de là. Donc, en fait, vous voyez ici que nous avons ces grands arbres qui ont peut-être 100 ans. Et nous avons ces fermiers qui se rassemblent pour ramasser le cacao qui viennent des différentes villes. Et tout est fait à la main. Il n'y a pas de mécanisation. Et tout le chocolat qu'on produit en fait, vient de l'humain. Ici, on amène donc les cabosses vers l'une des coopératives auxquelles on va. Donc, on a ici le cacao. Donc, ensuite, va fermenter. Donc, on met le cacao, les fèves dans des caisses de bois, comme pour le vin, en fait. Ensuite, on le fait fermenter. Et ensuite, c'est très important, c'est de faire sécher les fèves. Ensuite, après avoir nettoyé tout ça, on prend ces fèves et on est à 3000 mètres d'altitude et on commence à nettoyer fève par fève. Enfin, on est les seuls à être assez fous pour le faire. Le reste de l'industrie fait ça de façon mécanique. Mais on traite la nourriture comme elle doit être traitée. Donc ensuite, on fait le moulage. Et j'espère que vous avez pu avoir un échantillon tout à l'heure. Et on met toute la traçabilité sur les emballages pour savoir exactement. Voilà ici mon épouse et mon fils, Martin. Et on a des endroits dans le monde où nous avons, je pense qu'en Hollande, à Paris, nous sommes en première classe de Emirates Airlines. On a chez Fortnum Masons à Londres, dans quelques endroits comme ça, voilà, New York. Nous sommes à Quito, Buenos Aires. Et à l'heure actuelle, nous avons déjà gagné 5-6 années le meilleur chocolat, les récompenses de meilleur chocolat du monde. Et je pense que c'est le meilleur chocolat. Nous sommes numéro 2 dans le monde. Et c'est un ami qui a 25 récompenses, un Français. J'ai rien contre les Français, mais de nouveau, si on compare cela avec la réalité, vous imaginez quelqu'un
à Bordeaux qui exporte ses grains vers l'Équateur pour produire et changer en vin, transformer en vin. Vous voyez la comparaison? C'est la même chose avec le cacao. C'est aussi logique. On a les matières premières, on devrait pouvoir produire le meilleur chocolat. Et c'est un fait. On contrôle les matières premières, le processus, etc. Comme on dit, donc on voulait faire, disons, ne pas rater notre vie et véritablement faire ce qu'il fallait au bon moment. Et nous avons environ un grand nombre de familles qui dépendent de nous. On paie double du salaire. À Quito, les gens au port, ils disaient, mais vous êtes c'est vous qui faites du drug dealing ou quoi? Et en fait, il y a très peu de personnes qui pratiquent de tels prix. Mais lorsqu'on paie 2 fois plus, les agriculteurs sont vraiment motivés. Ils veulent faire un effort, faire un bon cacao. Donc, c'est vrai, s'il y a quelqu'un en Belgique, en France ou n'importe où dans le monde, vente à 100 €, le prix du kilo est 1 euro, eh bien, mettons 3 €. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est aussi cupide? Allez, alors on dit, bon, on va payer 3. Mais la qualité a commencé à monter et 2 ans plus tard, on a vu qu'on avait le meilleur cacao de toute l'histoire du cacao. Et on a reçu, on nous a décerné tous ces prix. Et je crois qu'on ne reçoit que ce que l'on donne. Ça, c'est la logique derrière ceci. Donc, on s'est retrouvé avec toutes ces connexions. Je ne sais pas, c'est moi qui dois faire avancer la diapo. Alors d'abord, je voulais monter l'Équateur. Vous voyez qu'un carré dans l'Amazone, 1 kilomètre de l'Amazone a plus de vie que dans tout le reste de l'Europe. Et ça n'est pas à moi, c'est à vous. Ça fait partie du patrimoine mondial de la vie. Donc, nous travaillons avec le WWF et nous avons un co-branding avec le WWF, justement. Je ne sais pas si vous voyez ça au nord, mais il y a une zone pluvieuse, la partie en rouge. Là, il y a un désert. Donc, on a une zone très vaste, des zones pluvieuses et sèches. Et on a un chocolat, un cacao pour chacune de ces régions. Donc, on a commencé, bien sûr, vous ne pouvez pas imaginer les saveurs différentes que ceci a créées. La première vient d'une zone pluvieuse qui est numéro 3 au monde. Manabí vient du désert. Los Rios vient au milieu. Rose 70, c'est un chocolat qu'on a mis au point nous. Et c'est celui qui a le plus de prix de toute l'histoire, vraiment très, très spécial. Hier, on a pu l'essayer. Et Piura, qui vient du Pérou, ça, depuis la première fois dans l'histoire, on fait du chocolat du Pérou aussi. Donc, on achète des fèves du cacao, des fèves de cacao du Pérou et de la Colombie. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais nous sommes le seul chocolat au monde qui soit certifié par l'agriculture biodynamique Déméter. Ça, c'est le résultat de 8 années de travail. Aucun de nos produits ont de produits laitiers. Ils sont véganes. Et nous avons véritablement... on a commencé ceci. On ne pas manger de viande au Portugal, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'est ce qu'on a fait dans notre famille. Parce que les vaches produisent 50% du réchauffement climatique. Voilà pourquoi nous ne mangeons pas d'animaux et nous ne traitons pas les produits laitiers. Hier, on m'a donné quelque chose de gratuit.
Je l'ai mangé, c'était bon. Donc, ça devait être de la viande qu'il a mangé depuis bien longtemps. Et ce que l'on fait n'a aucun produit laitier. Nous avons été le premier chocolat au monde qui n'utilisait pas de la lécithine, du tournesol. Le soja que nous utilisons, je ne voulais pas véritablement utiliser de soja. On était les premiers, il y a 10 ans de ceci, à utiliser de la lécithine de tournesol plutôt que de soja. Donc une industrie de 300 millions de dollars par an. Nous sommes la première société qui fasse ceci parce que pour nous, c'est important. Alors, je ne veux pas vous parler des prix, mais on est très content de ceci. Non, on voulait montrer non seulement qu'on avait ce chocolat simple, sans aucune saveur, mais il y en a un, par exemple, qui a de la citronnelle, qui est véritablement avec... il est évident que la citronnelle se trouve dans tous les pays où on produit du cacao. Il y a 300 milliards de personnes qui considèrent ceci comme étant véritablement... c'est le trait commun entre ces différents pays. Voilà cette saveur particulière des tropiques. Et finalement, on donne la voix au chapitre à ces personnes parce que ça n'existe pas ailleurs. Indian blueberries. Alors là, ce sont des myrtilles des Andes qui poussent à l'état sauvage à 4000 mètres d'altitude. Le Mapuche, donc dans le Mapuche, et s'appelle Chili, ce dernier cacao, parce qu'il vient de ce pays-là. Avec ce que l'on a fait donc avec ces dames qui nous fournissent le cacao, avec le GT7 à l'époque, c'est un fruit qu'on appelle Physalis peruviana, et nous avons commencé à le faire pousser parce que ces dames voulaient vendre ces fruits, mais ils étaient abîmés à l'époque. Et donc, la seule manière, les gens achetaient ça pour rien, parce qu'ils savaient que les fruits seraient pourris bientôt. Donc, on a fait sécher les fruits. On leur a donné un sécheur spécial pour pouvoir sécher les fruits. Et à ce moment-là, on peut les vendre à n'importe quel moment. On a commencé avec 20 personnes. Maintenant, il y a 120 femmes qui travaillent, uniquement des femmes qui travaillent dans ce domaine-là. Il y a encore 2 présentations en même temps. Donc, voici le fruit que nous avons à l'époque. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les golden berries. Je ne sais pas s'il s'agit de... Il y a différents noms pour ça. Ou l'amourancage. Et maintenant, donc, les projets sociaux. Comment est-ce qu'on peut avoir du cacao, disons, à l'avenir, si les gens partent, laissent cette filière? Qui va produire le chocolat? Je dis toujours que nous sommes les mauvaises personnes. Nous tuons les personnes qui nous nourrissent. C'est très, très important de comprendre cela. Nous avons un projet qu'on appelle Flashlight. Les gens dépensent $10 de batterie par mois parce qu'ils n'ont pas accès à l'électricité. Donc, on leur a donné des lampes qui fonctionnent avec l'énergie solaire. Et comme ceci, on n'a pas de déchets. Il n'est plus donc nécessaire d'acheter ces piles. Et de cette façon, nous économisons $7 millions de batteries simplement
parce qu'on peut avoir donc ces lampes qui fonctionnent à l'énergie solaire. Encore une fois, c'est de l'argent qui ne va pas dans mes poches, mais dans celles des fermiers, des agriculteurs. Il y a aussi un projet pour purifier l'eau. On vient de donner, par exemple, des filtres de 50 $. On peut utiliser, grâce à ces filtres, n'importe quelle eau. On peut la boire après l'eau. Par exemple, si il faut dépenser 20 $ par mois pour purifier l'eau, maintenant, ça n'est plus le cas. Il suffit qu'ils prennent n'importe quelle eau, l'eau de pluie, n'importe quelle eau, et grâce à ce filtre, l'eau est purifiée et peut être bue. On a eu un tremblement de terre il y a 2 ans de ça, et on voulait résoudre le problème, en particulier pour nos fermiers. Une centaine d'entre eux ont perdu leur maison, mais on savait qu'on n'avait pas l'argent pour reconstruire leur maison. On a construit une école pour qu'ils puissent reconstruire les maisons grâce aux bonnes pratiques. Par exemple, s'il y avait un autre tremblement de terre, pour qu'elles soient antisismiques, ces maisons. Ils sont devenus ingénieurs maintenant. Maintenant, donc les gens construisent leur propre maison, et s'il y a un tremblement de terre, eh ben, elles ne tomberont pas parce qu'elles sont antisismiques. Nous avons aussi, ça n'a rien à voir avec le tourisme, mais disons, on sait que les gens veulent voir comment travaillent les autres. Comment les gens récoltent les fruits, les légumes, ce qui se trouve dans la jungle. Donc, les gens peuvent se rendre compte qu'on peut avoir une vie meilleure si on est plus près des gens qui cultivent la terre. Et voici, tels sont nos rapports avec les gens. En fait, les fermiers ont un rapport avec eux. Et on veut aussi que vous ayez un rapport avec eux. On veut construire cette passerelle entre vous et eux. Et le problème dans la société, c'est qu'on est très éloignés les uns des autres. On ne se comprend pas ou plus. On vit dans notre propre monde. Mais si on se rend compte de ceci et qu'on rétablit le contact dans ces pays où il fait 36 degrés, dans des pays donc très humides, à ce moment-là, vous pouvez comprendre à quel point que 90% du cacao qui vient, disons, est produit donc de manière équitable, eh bien, ceci est positif. Merci. C'était vraiment très inspirant. On voit bien à travers l'exemple de votre entreprise comment une entreprise qui est concentrée sur la production de chocolat s'est posé les questions de je ne suis pas qu'un lieu de production de chocolat et de redistribution de faire de l'argent en fait. L'entreprise peut être aussi un endroit où on peut avoir des impacts sociaux, où on peut réfléchir sur des domaines extrêmement lointains du cœur de métier de mon entreprise. Vous avez cité le tourisme. C'est vraiment ce à quoi les ODD encouragent les entreprises de se poser les questions de comment je peux, au lieu d'être simplement un lieu de redistribution des bénéfices et de production de biens et services, je peux aussi avoir un impact social sur mes employés, sur la société, parce que finalement, les entreprises, elles bénéficient de la société. Elle bénéficie des infrastructures d'une société, elle bénéficie d'un niveau d'éducation d'une population qui seront en partie ses salariés. Elle bénéficie de tout un tas de choses que la société leur fournit. Et aussi, les entreprises doivent avoir également des externalités positives sur cette société. Alors maintenant, je me tourne vers le dernier intervenant de notre panel, qui est Monsieur Dieter Brunner. Monsieur Dieter Brunner a une entreprise qui s'appelle Iskraemeco, qui est basée en Slovénie. Cette entreprise a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, et elle fournit des solutions intelligentes électriques, des compteurs électriques intelligents,
Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc il y a un ODD qui est l'ODD numéro 7 qui se concentre sur ces problématiques d'électricité, d'énergie propre. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la contribution de votre entreprise ne se concentre pas tellement sur l'ODD numéro 7. J'ai lu là également votre fiche en préparant cette conférence, et je me suis aperçue que vous aviez fait cette analyse très 360 degrés, très complète de l'ensemble de vos contributions aux ODD, donc sur l'ODD numéro 1 sur la pauvreté, sur l'ODD numéro 3 sur la santé, le 9 sur les industries, le 11 sur la ville durable, le 12 sur la production et la consommation responsable, le 13 sur le changement climatique, et ce fameux 17e ODD sur les partenariats et les moyens de mise en œuvre de l'agenda 2030. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez été au courant de cet agenda 2030 et qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette analyse sur la contribution d'ISCRA-Emeco sur l'ensemble des ODD définis par la communauté internationale? Merci de cette question très intéressante et merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. Et je fais partie d'une petite minorité. D'abord, je suis vieux. Vous êtes tous jeunes. Et ça veut dire que c'est un bon signe. Et la plupart des personnes qui sont ici sont femmes. Et troisièmement, j'ai un sujet très complexe à gérer. Ça n'est pas aussi amusant que celui des œufs ou bien du chocolat. Tout le monde sait ce que c'est concret, on sait de quel goût ça a. On va parler d'électronique, d'industrie électronique, de choses que vous utilisez quotidiennement, mais auxquelles vous ne pensez pas. Vous venez de le dire. Je participerai, j'ai mis en œuvre ces SDG, non pas parce qu'on se dit on va faire ceci, mais on vient d'un autre, on avait un autre état d'esprit, au contraire. En particulier, ça nous paraissait important, c'est l'industrie électronique qui nous a motivés, en fait. On produit des compteurs électriques intelligents. Vous savez ce que c'est? Oui, monsieur, 2, 3... 4. Dans vos habitations, vous avez un compteur. En France, ici, ça s'appelle Linky. C'est le projet Linky. Vous l'avez peut-être vu à la télé. C'est cette boîte verte qui vous dit ce que vous devez payer à EDF auparavant. Maintenant, c'est Engie. Cette boîte verte est un outil très complexe. Il y a beaucoup d'électronique dedans, il y a beaucoup de logiciels dedans, et de matériel, de la mécanique, des métaux. Et lorsqu'on parlait en 2008, 9, 10 en France, donc on parlait de ceci avec EDF, maintenant qu'on appelle Engie et qui est un sponsor ici, ce qui est bien. On s'est dit, bien, si on doit changer 35 millions de compteurs, meters, il faut penser au fait que chacun de ces compteurs a sa propre consommation. Donc, on a essayé de mesurer l'énergie que vous utilisez. Cette énergie est de 2 watts. Donc, on a 35 millions par 2 watts. Ça fait 70 millions de watts que vous utilisez par année. Mettez ça en nombre de kilowatts et vous avez besoin donc une centrale électrique pour vous approvisionner. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire partie de cette... s'assurer que l'on réduise notre consommation d'énergie, que l'on applique les objectifs du SDG, donc de l'ODD. Donc, on a étudié les composants électroniques. Alors, on s'est dit, l'Europe 2020 vise à réduire votre consommation, donc, tout simplement parce que vous pouvez, de cette façon, sensibiliser les gens
à leur consommation. Comment vous comportez-vous? Comment utilisez-vous l'énergie? Avec l'ancienne mode de comptabiliser ceci, on avait des résultats trimestriels, semestriels ou bien annuels. Et puis vous disiez, mais mon Dieu, elle est bien élevée, cette facture d'électricité. Vous voyez ce que je veux dire, en particulier si vous avez des enfants, des jeunes qui utilisent l'énergie comme si c'était de l'eau. Mais c'est vrai, on ne peut pas changer ici l'histoire, on ne peut pas changer les choses. Donc, c'est important donc justement d'avoir ces compteurs électroniques intelligents dans le cadre de l'agenda 2020. Lorsqu'on regarde ce qu'il y a dans ces compteurs intelligents, mais c'est bien sûr, il y a toutes sortes de dispositifs qu'il y a d'électronique. C'est votre MP3 player, votre mobile, c'est votre télé, votre box. Tous ces équipements contiennent des composants électroniques, donc avec des cartes, avec tous ces circuits électroniques. Et donc, on voit qu'on a des gros problèmes. Un de ces problèmes, ce sont les niveaux de la main-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'électronique? Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a quelques années de ceci, un de ces producteurs s'est retrouvé à la télé parce qu'ils ont montré que les gens qui travaillaient dans des entreprises en Chine sautaient du toit parce que il ne pouvait plus tolérer ces rythmes de production. Il travaillait 12 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est vrai que les anciens faisaient ça, mais il y a eu... Et ils ne pouvaient pas s'arrêter de travailler, ils ne pouvaient pas se parler, ils ne pouvaient pas manger ni boire durant ces 12 heures. Donc, ça, c'est un exemple des normes d'emploi, des conditions de travail. Si on achète ça, ce mobile, et on dit, mais comment c'est produit? D'où ça vient? Quelles sont les conditions de travail qui sont appliquées? En France, on sait très bien que les syndicats sont là. Ils protègent, ont un certain niveau de protection qui est élevé. Il n'y a pas énormément de problèmes en Europe, mais la plupart des composants électroniques ne se font pas faits ici. Ils viennent du Moyen-Orient, ils viennent des États-Unis, ils viennent d'Afrique. Donc là, les normes en matière de main-d'œuvre, d'emploi. Alors, les matériaux conflictuels, ce sont des matériaux qui sont faits en Afrique, par exemple, dans d'autres parties du monde, en particulier au Congo, lorsqu'on voit les gens vont dans les mines et utilisent des terres rares pour fabriquer des composants électroniques dans des conditions absolument effarantes. Et il y a des soldats avec des mitraillettes qui les surveillent et ils sont punis s'ils ne travaillent pas. Et ça, c'est leur vie quotidienne. Ça n'est pas quelque chose que j'ai inventé maintenant, c'est leur quotidien. Donc, ce sont ce qu'on appelle ces matériaux conflictuels et aussi la rareté des matériaux. On a chaque année le nombre de minéraux qui sont à deux doigts de l'extinction, qui ne sont plus disponibles ou qui sont à deux doigts d'être éteints. On parle tous de la biodiversité, des oiseaux, des insectes qui meurent. Et c'est la même chose pour les minéraux. Si on regarde un métal, le cuivre, par exemple, vous connaissez tous le cuivre? Oui, vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas le cuivre. Le cuivre, ce que vous le connaissez, bien sûr, qui est rouge. Le cuivre, voilà, monsieur voulait le... Oui, c'est ce que l'interprète vous a dit, je crois que vous aviez compris. C'est que dans tout ce que nous produisons à la maison, les câbles sont faits avec du cuivre. Ça, c'est la partie vitale. Maintenant, on parle d'immobilité. La nouvelle mobilité, pardon, on a besoin de beaucoup de cuivre pour ça. Mais si on utilise le cuivre à la même vitesse qu'on l'a utilisé l'année dernière, on a uniquement 30 ans qui nous reste de cuivre et le cuivre aura disparu de cette planète. Vous pouvez vous imaginer, dans 30 ans,
C'est pas beaucoup. La plupart d'entre nous, j'espère, le verront. On s'y rend encore. Ça, c'est une autre facette de cette équation. Et en fait, il y a aussi les déchets électroniques. Donc, vous, cet appareil, vous le gardez 4-5 ans. Qu'est-ce que vous en faites après? Vous le mettez, disons, vous le mettez dans une poubelle. J'espère que vous l'apportez au bon endroit pour que ce soit recyclé. Mais je crois que toutes les personnes dont j'ai vu des photos à la télé se rendent compte que ça part en bateau, en Afrique, et on en fait des gros tas où les gens brûlent ceci pour essayer des morceaux de métaux qu'ils puissent revendre. Et en brûlant ceci, il se dégage beaucoup de poison dans l'atmosphère. Ils ne vivront pas encore, ces personnes qui le font, dans les 20 années qui viennent. Ils ne seront plus là. Voilà ce que vous utilisez ici quotidiennement. Vous utilisez ça pour avoir de la lumière quotidiennement, mais vous n'y pensez pas. Donc voilà, on a commencé donc à parler à réfléchir de durabilité 7-8 ans. On se dit bon qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai dit à mon équipe, je veux pas être à la télé et voir que les gens qui produisent quelque chose pour nous se suicident parce que les conditions de travail sont affolantes. Je veux pas mes enfants disent mais regarde, ça ces gens-là, ces mineurs, ce qu'ils produisent pour nous, là, ils sont surveillés par des soldats. Donc essayons de changer. Et ça a produit un basculement immense dans l'industrie. Vous avez tous des laptops, ceci est produit donc de manière équitable, on peut se le demander. Comment peut-on créer le changement? Eh bien, il faut sensibiliser les gens, déjà entre nous, entre les sociétés qui travaillent dans ces domaines, dans ces filières. Il faut qu'on y pense. C'est très important. Alors, on a commencé déjà avec l'équipe des gestionnaires. On s'est dit, si les gens qui sont dans les directoires ne soutiennent pas ceci, eh bien, ça ne marchera pas. Et en sensibilisant donc ces responsables, les gens nous regardaient en disant, mais qu'est-ce que vous dites? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? Qu'est-ce que ça peut nous rapporter? Est-ce que ça ne coûtera pas plus cher? Est-ce qu'on n'en vendra pas moins si on produit les choses comme ça? Donc, il y a beaucoup de préjugés qu'il faut surmonter. Et voilà, c'est un changement de paradigme, un changement d'attitude. Il faut changer les choses concrètement. Et il faut aussi éduquer chacun et chacune, en parler à la maison, parlez-en à vos amis, parlez-en dans vos quartiers, dans vos communautés, dans vos sociétés, pour créer cette sensibilisation. On a commencé ceci en interne, on a commencé à en parler avec nos clients aux Pays-Bas. En 2009-10, ils ont lancé un produit qui s'appelle Fairphone. La téléphonie équitable, mais des téléphones qui sont produits de manière différente, avoir un meilleur impact. On peut, disons, faire ceci localement et ceci est fait dans des conditions équitables. Avec ce concept d'équité, nous avons parlé avec l'EDF, par exemple, équivalent aux Pays-Bas, qui nous a dit, bon, d'accord, lorsqu'on changera tous ces compteurs en compteurs intelligents, est-ce qu'on pourra avoir un compteur équitable et intelligent? Donc, c'est ce qui a lancé un petit peu le projet. On travaille là-dessus depuis longtemps. On a commencé à parler aux clients, aux fournisseurs. Il faut dire donc aux fournisseurs, attendez, où est-ce que vous avez trouvé ce petit morceau-là qui s'appelle capaciteur, qui s'appelle résisteur, qui s'appelle microprocesseur? Avec quel matériaux est-ce que c'est fait? Comment c'est utilisé? D'où viennent-ils ces matériaux? I don't know. Et beaucoup de gens répondent, je ne sais pas. Et on commence à créer. Sur cela, il faut aller à leurs fournisseurs et eux-mêmes à leurs fournisseurs pour commencer à collecter des données. Ça a été l'un des grands projets qu'on a fait pour collecter toutes les données, pour comprendre en fin de compte
qu'est-ce qu'on a comme matériaux dans nos compteurs? Combien on en a? Quelle est la taille? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Et ça a été un gros projet. Et on a toujours, je pense qu'on voit beaucoup de clients qui disent « Ah, OK, super, bonne chose », parce que quand on regarde les fournisseurs d'énergie, la plupart d'entre eux n'ont pas, n'ont pas une bonne image de la société. Ils polluent, ils volent notre argent, etc., etc. Donc, nous, on peut vous aider à changer cette image parce que nous allons préparer des compteurs intelligents équitables. On travaillait sur les ODD. On ne dit pas qu'on est les meilleurs, qu'on est les héros. On commence à y travailler. Et si ça commence, c'est comme sur la plage. On prend un caillou d'une plage. Qu'est-ce qui se passe? Tous étaient à la plage, non? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, on a 100 animaux qui s'en vont quand vous soulevez une pierre. C'est pareil. On tourne une pierre, on retourne une pierre, et là, vous voyez qu'il y a 100 autres problèmes sous la pierre. Et donc, on fait ça petit à petit, une chose à la fois. Et pour avoir une supply chain totalement transparente, voir quel genre de matière on a, d'où elle vient, et ensuite, on peut avoir des normes et on peut commencer à travailler sur le changement des matières. Et donc, pour pouvoir ainsi changer les choses. Quand on regarde la mobilité, les e-mobilités et les batteries lithium-ion, d'où vient le lithium? Il vient du Chili. On utilise de l'eau potable pour les mines de lithium. Et on pense que l'immobilité, c'est la solution pour l'immobilité. Mais quand on regarde les détails, on voit qu'il y a d'autres problèmes sous-jacents auxquels il faut réfléchir. Il faut penser large. Et l'un des... il faut réduire les déchets, il faut réduire l'empreinte carbone, il faut réduire l'utilisation de l'eau, de l'électricité, de l'air comprimé, etc. L'autre partie est que nous aimerions former nos partenaires, nos clients. On a fait beaucoup d'ateliers. On a été dans un groupe avec d'autres entreprises, d'autres secteurs, pour les aider à comprendre et commencer à réfléchir, à trouver un moyen de savoir comment faire. Imaginez, on commence à parler et les gens ont tous une idée et chacun a une idée. Et quand on se met tous ensemble, on commence à faire les choses et là, ça commence à fonctionner. Ce que je dis toujours, c'est que la durabilité doit être dans l'ADN, dans les gènes de la société. Il faut commencer à y réfléchir, à avoir conscience de la nature dont vous avez parlé, ces pauvres familles dans la nature. Ça fait partie de nous, ça fait partie de la société. Et il faut commencer à changer tout ça. Et c'est pour ça que j'ai vu les jeunes ici. C'est à vous maintenant. Parce que nous, tout ce qu'on peut faire, c'est lancer l'alerte. Mais vous, vous êtes les générations qui peuvent vraiment faire la différence, qui peuvent vraiment aider à faire tout ça. Donc, on a fait beaucoup de choses. Et en fin de compte, nous sommes arrivés à un compteur intelligent qui soit plus petit, qui utilise moins d'énergie pour mesurer. C'est une plateforme qui est modulaire. Nos compteurs doivent durer 20 ans. Ils doivent être certifiés corrects pendant 20 ans. Donc, c'est pas comme un smartphone qu'on jette 2 ans plus tard. Cela, il faut que ça dure 20 ans. Il faut que ça soit recyclable. Donc, nous l'avons conçu pour que quand on le rend, on sait exactement quelle matière et on ne les mélange pas. Parce que quand on pense le recyclage du plastique, la plupart des plastiques, on ne peut pas le recycler parce qu'on mélange plusieurs plastiques. Donc, si on est au tout début de la phase de conception, il faut réfléchir à ces étapes. Et là, on peut y faire en sorte que dans 20 ans, on puisse recycler et récupérer les matériaux qu'on a utilisés. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait à ce niveau-là. Et on sait aussi que c'est pour ça que les organisations sont conscientes que
nous avons fait quelque chose et nous sommes les précurseurs dans l'industrie électronique. Il y a bien d'autres entreprises qui sont 10, 15, 20 fois plus grosses que nous, qui nous consultent en disant « Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez fait ça? Et puis, comment vous avez fait ça ?» Et c'est un bon début, c'est un bon signe pour nous. Et en fin de compte, je dois dire que c'est la formation. Voilà ce qu'on doit faire. On doit se former les uns les autres. Et l'autre chose, c'est qu'on doit également avoir de la motivation. On a dit $1 par fève contre $3, mais ça fait une grosse différence pour les familles que vous payez ce prix-là. Et c'est la même chose sur l'électronique. Bien sûr, on peut acheter des choses plus petites et encore moins chères, mais il faut avoir de l'équitable pour que les gens qui le produisent ont la possibilité de former leurs enfants et afin de ne pas pouvoir polluer notre environnement avec toutes ces choses-là. Je pense que c'est ça. Et en fin de compte, je regarde sur les politiciens et les gens qui commencent à regarder une taxe carbone qui devrait être mieux distribuée, mais également les entreprises qui font les choses de façon positive et pas uniquement regarder l'Union européenne et voir que sur chaque... C'est pas celui qui, la plupart du temps, quand il y a des appels d'offres, c'est le moins-disant qui gagne, mais ce n'est pas forcément celui qui fait mieux les choses en termes d'environnement. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce qu'on a apprécié, c'est que vous commenciez à y réfléchir et ensuite aborder avec vos amis, votre entourage dans vos entreprises. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Brunner. Je retiens de votre intervention beaucoup de choses, mais ce que j'aimerais mettre en relief, c'est vraiment ce que vous avez dit sur l'éducation, comment on éduque à la fois à l'intérieur de son entreprise et à la fois à l'extérieur dans toute sa chaîne de production. Ce qui est très important. On va ouvrir une session de questions-réponses. Donc, je vous laisse réfléchir aux questions que vous avez envie de poser à nos 3 panélistes. Et avant, pendant que vous réfléchissez aux questions que vous avez envie de leur poser, je vais vous donner quelques constats, quelques chiffres qui sont pour moi assez intéressants et qui vont illustrer un peu ce que M. Brunner vient de vous dire. Effectivement, produire dans des conditions un peu, pas un peu complètement responsables et penser à son impact, ça a un coût. Ça a un coût, mais ne pas le faire a aussi un coût. C'est-à-dire que ne pas rentrer dans ces considérations, continuer à faire du business as usual, comme on dit en anglais, ça a un coût aussi. Alors, le premier rapport qui s'est penché sur la question, c'est le rapport Stern, il me semble que c'est au milieu 2004, au milieu des années 2000, qui essayait d'évaluer le coût de l'inaction versus le coût de l'action. Et on voit bien que ne rien faire et continuer à polluer, continuer à ne pas considérer les droits de l'homme a un coût social qui est beaucoup plus élevé que les investissements qui sont nécessaires pour impulser la transition vers des modèles plus résilients et plus responsables. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que j'ai envie de dire pendant que vous réfléchissez aux questions, et j'ai vraiment que vous posiez des questions, donc réfléchissez. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est vous partager avec vous l'évaluation qui a été faite sur les opportunités business que constituent les ODD et les opportunités de création d'emplois. Il y a j'ai plus la référence exactement en tête. En tout cas, c'est dans le rapport. Là, je pourrais vous le donner. Mais en tout cas, le chiffre qui sort, c'est 12 000 milliards de dollars
donc 12 000 milliards de dollars qui pourraient être, qui sont des opportunités business pour réaliser les ODD. La réalisation des ODD pourrait engendrer ce montant-là. Et pour réaliser les ODD également, on pourrait créer 380 millions potentiels emplois. Voilà, ça c'est les deux chiffres que j'avais envie de partager avec vous, qui sont dans le rapport que je mentionnais en introduction, qui ont été faits par... Donc, excusez-moi, j'ai plus la référence en tête de l'institut qui a fait cette évaluation-là, mais c'est une évaluation très sérieuse. Voilà, donc le coût de l'inaction est plus important que le coût de l'action, et se mettre en action, se mettre en transition, ça ouvre des potentielles opportunités en chiffre d'affaires, mais aussi en création d'emplois. Voilà, donc maintenant je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos 3 panélistes? Il nous reste à peu près 20 minutes, donc on peut faire 2 séries de questions. On peut en prendre déjà 3. Ils répondront chacun, et puis après on reviendra dans la salle pour en prendre 3 autres. Voilà, alors je vois 2 mains qui se lèvent ici, une 3e également ici. Alors bonjour, j'ai une question pour tous les 3. Alors ma question c'est, est-ce que vous essayez en gros d'intégrer vos partenaires B2B dans vos démarches RSE, et en gros, est-ce que vous faites en sorte qu'ils vous aident à atteindre vos objectifs de développement durable? Et du coup, si oui, comment? Comment vous les intégrez dans vos démarches RSE? Ok, on va prendre... Je vais les noter en même temps comme ça. Oh là, non, on va peut-être... Vu que c'est une question pour les 3, ça va être plus facile que chacun donne sa réponse. Il me semble que on va faire comme ça, parce que sinon, on va peut-être pas répondre précisément à chacune des questions. Qui a envie de commencer? Comment vous intégrez vos partenaires B2B dans vos réflexions de vos politiques RSE et dans l'atteinte de vos EDD? Yeah, in terms of our industry, dans notre secteur, nous coopérons avec nos clients. L'un des exemples, c'est la Hollande, le Pays-Bas, où nous avons un groupe de 4 compagnies d'énergie. Nous avons décidé d'avoir cette approche. Nous y allons ensemble, et ils ont mis des objectifs qu'ils mesurent pour nous. Nous avons un objectif, il faut être très propre, très sain là-dessus. C'est une coopération ensuite. Dans le même temps, nous intégrons nos fournisseurs, et nous discutons avec eux pour passer à d'autres composants. On essaie d'autres choses. Également en interne, voir si on peut augmenter. Est-ce qu'on peut utiliser la quantité d'acier recyclable? Et on fait également... on voit avec des plastiques pour la boîte. Est-ce qu'on peut utiliser du plastique recyclé, et de quelle façon? Et ce sont les fournisseurs des matières qui font le moulage, qui travaillent ensemble. Seul, on ne peut rien faire. Le but ici, c'est le partenariat, mais il faut que quelqu'un soit la force motrice. Santiago? Est-ce qu'on essaie de voir ça de façon holistique? Tout le monde, dans tous les pays, on doit se mettre d'accord sur notre philosophie avec les gens qui travaillent avec Bakary. Ce sont des gens qui racontent l'histoire, comme je le fais avec vous. Et eux, ils font ça à Édimbourg ou à Dubaï ou en Chine. Et je pense que tous ces gens ont la même philosophie. Et je pense que nous n'étions pas dans la même direction. On a plus des gens qui sont uniquement... Et ces relations avec nous n'ont pas fonctionné quand on n'a pas les mêmes valeurs que nous. Parce que je pense qu'en fin de compte, si on a la même mentalité, il faut se mettre d'accord dans ce domaine. Et en gros, c'est Bakary Équateur et les 42 pays dans lesquels
vers lesquels on exporte sont vraiment des gens qui défendent la même chose que nous. Quand nous avons eu notre tremblement de terre, on a eu des gens qui nous ont demandé comment est-ce qu'on peut aider les fermiers en Équateur. Et là, on s'est aperçu que on était vraiment une famille. Quand les gens en Espagne faisaient des choses en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui ont examiné comment est-ce qu'ils pouvaient lever des fonds et aider les fermiers qui avaient perdu leur maison. Donc pour moi, ça a été le signe qu'on avait fait notre boulot. José? Notre gestion du développement durable, c'est ce qu'on fait avec nos partenaires. Ici, avec les micro-franchises, on travaille avec des fondations du Paraguay qui accordent des microcrédits aux gens qui sont au seuil de pauvreté. C'est ce qu'on utilise également dans le management durable. On travaille avec plus de 20 partenaires, y compris le gouvernement. Et cette année, nous avons commencé à travailler avec le gouvernement pour encore développer ce programme. C'est très important pour nous d'avoir les relations avec d'autres partenaires. Et c'est notre stratégie d'avoir un succès pour ce développement durable. Alors, une autre question, monsieur. Je travaille pour le réseau régional multi-acteurs de la coopération internationale en Hauts-de-France. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le multi-acteur, et merci de l'avoir mentionné en début de séance, et l'international. Ma première question, c'est est-ce que dans vos stratégies, vous avez travaillé avec d'autres acteurs, que ce soit des ONG, que ce soit avec des collectivités, parce qu'on a vraiment parlé là beaucoup que de ce qui se passait au sein de nos entreprises. Et la deuxième chose, sur l'international, ça a été évoqué sur comment vous le travaillez, notamment avec vos fournisseurs ou autres, mais je voulais savoir si aussi vous aviez une action qui s'adressait à des causes d'inégalité ou à des causes de changement climatique, ou en tout cas à l'étranger, les ODD étant un cadre mondial. Comment vous envisagez cette question-là des causes et impacts de votre action et à l'international, voilà. D'accord. Donc une question sur est-ce que vous travaillez avec des acteurs qui sont autres que des entreprises, avec des ONG, avec des collectivités territoriales, avec le niveau étatique aussi. Donc, dans quel cadre vous travaillez dans cette dimension multi-acteurs? Okay. Well, in Ecuador is kind of easy. En Équateur, c'est assez facile en fait. C'est un petit pays et honnêtement, on est les leaders dans cette révolution du chocolat en Amérique du Sud. Donc les gens nous regardent, mais ils nous entendent également. Donc nous avons beaucoup de réunions, avec beaucoup de discussions avec les gens du ministère de l'Agriculture, parce que nous pensons vraiment que l'agriculture bio est le seul chemin possible. Le ministère de l'Industrie, par exemple, voir comment est-ce qu'on peut faire de la politique et comment est-ce qu'on peut créer des lois qui examinent certaines de ces problématiques. Et je pense qu'il est très important, par exemple, nous avons un ami qui a Ama Chocolate au Brésil. Et nous sommes les deux des pays du Sud qui... Qu'est-ce que ça veut dire, ce processus de l'arbre jusqu'à la tablette? Et je pense qu'on a eu avec la Chambre de commerce internationale, on a eu des réunions avec les producteurs de cacao internationaux et je pense que c'est un peu étrange parce que tous ces gens viennent acheter du cacao, mais on ne veut pas payer plus. Et vous devriez planter ces arbres-là qui produisent 2 fois plus. Et moi, je ne veux rien payer de plus. Donc, c'est bien de leur dire bonjour et
votre arbre de rêve, vous devrez attendre 10 ans? Ou est-ce qu'on va commencer... qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mourir de faim sur ces 10 ans? Je pense que c'est bien d'avoir tout ça. Et petit à petit, les gens commencent à comprendre. Je me souviens quand le commerce équitable, je dois le dire, je suis désolé, mais ce n'est pas contre le commerce équitable, mais c'est plutôt en faveur de l'équité. Quand nous avons vu que le commerce équitable, ce n'est que 6% de plus, comment on appelle ça, par rapport au prix de la bourse des matières, ce qui n'est rien. C'est rien, 6%. Et avec ça, ils ont changé et ont parlé de la valeur ajoutée à l'origine, ce que disait la Banque mondiale, mais dans les années 80. Ce qui s'est passé maintenant, c'est qu'après 30 ans de commerce équitable, c'est que la pauvreté reste au même endroit et l'argent reste dans les mêmes poches. En 30 ans, une génération entière a été détruite par le commerce équitable dans le cacao. Je ne vois pas l'équité ici. Et nous, on élève la voix en disant aux médias, au gouvernement et l'Organisation mondiale du cacao. Et quand on commence à élever la voix, les gens commencent à être plus critiqués. Même le commerce équitable est en train de changer aujourd'hui sur ce qui est commerce équitable. Donc, je ne pense pas que ce soit assez équitable, en fait. Donc, la façon collective de voir tous ces problèmes, c'est la seule façon de voir. Même, je viens de l'Équateur et mon problème, ce n'est pas que les Équatoriens. Il faut comprendre. C'est un problème mondial, pas c'est un problème de l'État de l'Équateur, mais c'est de tous les États, tous les gouvernements. J'ai parlé du cacao pour la paix en Colombie. On a besoin, ce n'est pas le problème que de l'Équateur. C'est un problème humain. C'est mon prochain. Il faut avoir une alternative pour à la production de la coke. On n'a pas de problème avec la cocaïne. Non, mais on a un problème avec la cocaïne. Et il faut commencer à se rendre compte que c'est notre problème. Ce n'est que... On ne peut pas dire que c'est juste moi, dans mon coin. Non, non, c'est un problème mondial. Tous les problèmes sont mondiaux. Moi, j'ai un téléphone en Équateur. C'est un problème mondial. La façon de changer ça, c'est de se comporter différemment. Donc, c'est notre problème à tous. Il n'y a plus que 10 minutes. On n'a plus que 10 minutes. Donc, je vais prendre cette question-là. Je vais prendre, si c'est des questions extrêmement courtes, j'arriverai peut-être à prendre les 3. On ne pourra pas du tout en prendre plus que ça. Donc, allez-y, posez votre question. Bonjour, my name is Luis Fierro. I'm from the EU LAC Foundation. Bonjour, je voulais tout d'abord vous remercier, les 3 panélistes, pour ces exemples de présentation. En fait, ces 3 études de cas ont été sélectionnées avec Ivana Sina. Nous avons utilisé 16 études de cas. On a 3 de plus cet après-midi sur l'économie circulaire. Et si vous voulez en lire davantage, j'ai ici la publication sur cette clé USB, ou alors c'est sur notre site web. Mais je voulais également poser une question qui est la suivante. Est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous voyez une analyse de bénéfices croisés, voir si votre investissement dans ces ODD ou ces initiatives pour promouvoir les ODD vous a amené également à une augmentation de chiffre d'affaires ou de marge, ou est-ce que vous faites ça uniquement pour des raisons philanthropiques et pas pour votre bottom line? J'ai complètement oublié de le faire, donc mes plus plates excuses. Ces 3 dirigeants d'entreprise ont été sélectionnés dans le cadre d'un projet de coopération entre l'Europe et l'Amérique latine par la fondation UE-LAC.
Donc c'est ce petit dépliant que monsieur montrait à l'instant. Et il y a plein d'autres bonnes pratiques, plein d'autres entreprises qui sont particulièrement responsables et qui ont été choisies dans ce projet de coopération. Donc je vous invite à regarder de plus près cette coopération. On retient votre question, monsieur. On va peut-être poser donc les 3 personnes qui avaient levé la main. On va les prendre en même temps et je vous propose que chacun d'entre vous répondiez à une question. Donc la question de monsieur sur les coûts et bénéfices de cette démarche. Et puis chacun d'entre vous choisirez une question et ce sera un petit peu le mot de la fin. J'ai une question pour Santiago. Je suis tellement impressionné par ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait pour la société. Donc c'est une super idée pour la société et l'environnement, mais quel est l'impact pour votre société? Est-ce que vous avez plus de marge ou est-ce que vous avez plus d'inconvénients? Monsieur, allez-y. Thank you. My name is Ginio Franker. Merci, je suis Ginio Franker de Entrepreneurs basé à Bruxelles. J'ai une question pour Bakary Chocolate. Je suis heureux que vous ayez mentionné la distribution économique et les pratiques de commerce équitable, comment dire, qui ont en fait tué les petits fermiers. Si vous voulez en parler davantage sur l'économie durable pour les petits fermiers, comment distribuer, mieux distribuer. Vous avez donné l'exemple d'un kilo de chocolat en Équateur et à Bruxelles. Ma question concernant le cas américain, j'aimerais entendre le point de vue de M. José Benitez, Santiago Peralta. Et ma question, c'est qu'en fait, comme il y a des forts taux de pauvreté en Amérique latine et très peu d'entreprises prennent en compte ces objectifs de développement durable. Comment est-ce qu'on pourrait motiver les entreprises américaines pour s'en occuper? On attend que la traduction et chuchotage finisse. Et je propose à Rosé de commencer à répondre. Je propose à I propose Rosé, you start to answer. Okay, I will answer your question. J'aimerais répondre à votre question. Nous avons plus d'avantages à avoir réalisé ce programme. En 3 ans, nous avons réduit de 50% l'investissement et en 3 ans, nous avons triplé nos résultats économiques. Donc, je pense que, comme vous pouvez le voir dans la présentation, donc voilà l'avantage très clair pour nous, pour notre entreprise et pour la société en même temps. Santiago, beaucoup de questions, tout d'abord, merci de vos questions. Je suis heureux que cela crée des questions, que cela soit des questions, parce que vraiment, mon idée de ma présence ici, c'était de vous faire réfléchir. Et c'est déjà un résultat quand vous commencez à poser des questions. Tout d'abord, si vous voyez d'un point de vue uniquement capitaliste, étant donné qu'on paye le double, c'est comment, si nous n'avions pas payé le double, on n'aurait pas un cacao d'une telle qualité. Et on ne pourrait pas gagner le prix du meilleur chocolat au monde. Donc, vous voyez? Donc, bien sûr, il y a des bénéfices pour nous. Bien sûr. Être du Sud et avoir la récompense du meilleur chocolat du monde
je crois que c'est juste fantastique. Je pense qu'on a 10 fois et on ne peut pas avoir une entreprise si les jeunes dans les campagnes partent. On n'aura plus à manger. C'est aussi simple que ça. Si tous ces jeunes et ils vont migrer à Quito, ils vont aller en Espagne ou aux États-Unis, l'immigration est un gros souci pour nous. Et la campagne se désertifie. Il n'y a plus de jeunes. Et ces jeunes, ce sont eux qui vont faire quelque chose différemment. Donc, nous avons des projets là-dessus. Nous avons différentes façons pour combiner, ou convaincre plutôt les parents de donner 10% de leurs terres pour qu'ils puissent produire de plus en plus. Et après, les parents commencent à voir que les jeunes peuvent vraiment s'occuper de la terre et ensuite il peut prendre sa retraite. Donc on a des projets déjà depuis 5 ans là-dessus. Mais je ne pense pas que ça suffise. Ce qu'on paie aujourd'hui n'est pas suffisant. Ce n'est pas encore assez. Il faut aller peut-être d'aller encore 25% pour pouvoir vraiment avoir un avenir dans le pays, dans les campagnes. C'est beaucoup d'efforts, mais de nouveau, c'est tout bénéfice pour nous. Et je suis très reconnaissant. C'est bien, c'est notre objectif de pouvoir tous en bénéficier. Et ce n'est pas bien. Si on bénéficie de quelque chose qui est bien, il ne faut pas avoir honte. On ne peut pas être plus heureux que ça. Mais l'idée, c'est ça. C'est gagnant-gagnant. Ce n'est pas uniquement l'entreprise. Et c'est... Je pense que les bonnes relations entre les fermiers, les distributeurs et le consommateur final, sachant qu'ils vont avoir un produit incroyable, et ils sont prêts à payer. Ils vont payer peut-être 50, 2 fois plus cher, parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui est sûr, et ils adorent l'histoire, et ils sont vraiment accros à cette histoire. Je pense que tout le monde en bénéficie, c'est ce que je pense. La parole donc pour une dernière intervention pour répondre à vos questions à Monsieur Brunner, et puis ensuite on vous libérera pour le déjeuner. J'aimerais juste revenir au point que Monsieur a mentionné, que Louis a mentionné concernant le bas de bilan. Mais bien sûr, en fin de compte, on économise de l'énergie, de l'eau et du carbone. On peut changer, avoir des matières plus lean. On va le voir forcément dans le bilan. Pour l'instant, c'est l'investissement. C'est l'investissement dans l'avenir et c'est un investissement dans une équité des prix, parce que je pense qu'on a une avancée concurrentielle, non pas en argent, mais des choses qu'on peut voir, qu'on peut vendre aux fournisseurs d'énergie, à nos clients. S'ils payent le même prix à nous, au même prix, ils auront plus d'équité, au sens de l'équité de ce qu'on fait, comme avec le cacao, avec les œufs. Mais on en revient toujours, en fin de compte, où on doit revenir au fait que la plupart des choses qu'on achète aujourd'hui, on ne paye pas à sa vraie valeur, à sa juste valeur. On ne paye pas le coût que ça crée dans la société. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience aujourd'hui. En fait, de vendre de moins en moins cher et d'acheter des vêtements à 5 $ des fois, où les gens qui ont cousu ça en Asie ne peuvent pas se permettre en ayant un salaire d'un mois entier. Donc il faut revenir à payer le juste prix pour les vêtements, pour la nourriture, et je pense qu'on en est très loin. Et je pense qu'il faut décider, en fin de compte,
Si on veut faire partie de la solution, on peut faire partie du problème. Merci beaucoup. I just want to give you a word of conclusion. It is very important. Française fait une déclaration en disant que ça servait à quoi de se mettre au vélo à la place de la voiture si tous les jours on allait travailler pour une entreprise polluante. Voilà, c'est vraiment le sens de ça. Je crois qu'ils se sont engagés, ces 11 000 étudiants qui sortent de grandes écoles et qui vont être les dirigeants de demain, à pas vendre leur force de travail et leur capacité intellectuelle à des entreprises qui ne sont pas responsables. Donc là, elles auront peut-être matière à pouvoir vendre leur force de travail à des entreprises comme celle d'Israël Eco, comme celle de Pekari ou comme celle de Nutri-Huevos, parce que l'entreprise n'est pas qu'un objet économique, l'entreprise est un objet social et les ODD aident à redéfinir l'objet social d'une entreprise. Voilà, merci beaucoup.